Voilà, donc je commence l'enregistrement. Donc, bienvenue. Alors, l'oratrice de ce jour, c'est Nelly Gillet. Donc, elle est formatrice, elle est aussi entrepreneur et elle tient le cabinet pragmatique. Et voilà, je sais qu'elle a déjà plusieurs années d'expérience sur l'accompagnement de personnes ou en entreprise. Et donc, sans plus tarder, Nelly, je vous passe la parole juste pour une brève présentation de vous-même, d'une part, mais aussi commencer à cette conférence. Merci de cette opportunité. Et l'Université protestante du Congo est heureuse de vous accueillir et de vous donner cette opportunité afin que nous puissions apprendre et échanger davantage. Très bien, merci Patrick pour votre présentation également. Moi aussi, je voulais vous saluer pour la confiance et l'opportunité pour moi d'échanger avec votre université. C'est quelque chose d'assez unique, de voyager finalement sur le continent africain. Donc, j'en suis ravie. Et puis, je crois que vous êtes à la veille de votre fête nationale, donc c'est aussi un moment important pour vous. Voilà. Vous voulez que j'enchaîne directement sur mon propos? Allez-y, allez-y, Nelly. Très bien. Donc, alors moi, parmi mes activités, effectivement, comme Patrick l'a annoncé, je pratique la proposition de valeur au même titre que la définition de la mission d'entreprise ou de l'amélioration de l'expérience client. Je le fais tant dans mes mandats de formatrice qu'au travers d'accompagnement d'entreprises sur le territoire français et sur la Suisse romande, puisque géographiquement, je suis en Haute-Savoie, donc tout près de la frontière. Donc, la proposition de valeur, c'est un sujet vaste. Donc, c'est ambitieux d'en parler pendant 10 ou 15 minutes. Mais enfin, le but aujourd'hui, c'est surtout finalement de créer une sorte d'ouverture, d'échange, de débat. Et puis, pour les étudiants qui seraient connectés et sensibilisés, c'est une curiosité, peut-être une prise de conscience de l'importance de cette notion. En tout cas, si je peux apporter une modeste contribution. En tout cas, j'ai rédigé un article tout récemment et je questionnais la proposition de valeur en me disant est-ce qu'il s'agit finalement d'un mot à la mode ou d'une étape clé dans la construction d'une création d'entreprise, un projet de création d'entreprise, et en ce cas, est-ce que c'est stratégique? Alors pour ma part, je réponds d'emblée, j'aurais tendance, ma conviction me dit que pour moi, c'est une étape stratégique dans la création d'une entreprise, mais aussi dans la création d'une offre, parce que les consommateurs ont beaucoup évolué et aujourd'hui, ils ont tendance d'acheter de manière globale, mondialisée. Ils ont accès à l'information, parfois trop peut-être, mais en tout cas, ça donne du sens à leur démarche d'achat. Ils peuvent finalement prétendre à plus d'exigence, plus de transparence. Et tant mieux, tant mieux. Ce qui fait que cette proposition de valeur, elle est nécessaire pour pouvoir finalement exister dans le paysage global parce qu'on a une abondance d'offres, une abondance d'informations et on a besoin de ces éléments-là pour exister. Alors, je vais vous en donner ma définition. Pour moi, la proposition de valeur, c'est un message. C'est pas un message de communication simple, c'est pas un slogan, mais c'est un message qui va être très travaillé pour être finalement extrêmement concis, impactant et qui va énumérer les raisons pour lesquelles votre entreprise ou votre offre est différente et finalement pourquoi elle est unique. C'est un exercice, vous le verrez dans le comment, c'est un exercice qui est très orienté client parce que construire sa proposition de valeur, selon moi, ça se fonde finalement sur l'idée qui est la vôtre, votre idée de création d'entreprise et votre idée de création d'offre, mais il faudra la tester, vérifier qu'elle est entendable, audible, percutante, et il faudra la tester auprès d'un public cible, vos consommateurs. Donc cette proposition de valeur, elle va vous distinguer.
elle sera votre avantage concurrentiel et elle se devra d'être claire pour engendrer de la confiance et la confiance va engendrer des ventes. Si on s'attache maintenant, après cette brève définition, aux axes de votre proposition de valeur, je dirais ici qu'on est sur le quoi. Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette proposition de valeur? Alors, je pense qu'il faut travailler avec méthode et peut-être travailler sur 3 axes. Le premier, c'est quelle est votre offre? Quelle est votre entreprise? Que vendez-vous? Le deuxième axe, vos consommateurs, qui sont-ils? Et là, on va rentrer un petit peu plus en détail dans vos consommateurs parce qu'il faut les segmenter, en tout cas où il faut attribuer probablement un client idéal, un portrait type, ce que l'on appelle en marketing un persona. Et puis enfin, le troisième axe, c'est la différenciation. Qu'est-ce que vous apportez que vos confrères ou vos concurrents, les autres acteurs de la place n'apportent pas? Quel est votre truc en plus? Qu'est-ce qui vous rend unique? Ça peut être un caractère innovant. On a beaucoup de technologies aujourd'hui, on a beaucoup de disruption et d'innovation. Ce pourrait être de manière plus traditionnelle une capacité logistique extrêmement efficace et une rapidité de livraison. Ce peut être des prix compétitifs, bien que je n'aime pas tout à fait cet argument-là parce que le prix compétitif, vous le verrez dans un modèle économique, a tendance à être un cercle finalement dont on ne sait plus sortir. Le design, ça peut être une différenciation, la performance. Alors, rédiger sa proposition de valeur, ce n'est jamais facile. Elle demande de la méthode, elle demande de l'objectivité aussi, de la prise de recul, parce que quand vous testerez avec vos consommateurs potentiels, vous recevrez du feedback qui sera peut-être pas celui que vous attendiez, celui que vous souhaiteriez entendre. Donc, il faut avoir cette forme de détachement pour pouvoir entendre et finalement faire évoluer votre proposition de valeur. Donc, une qualité essentielle pour l'établir, de l'écoute, de l'écoute et de l'écoute. Si on rentre maintenant, après avoir défini finalement ce qu'on va trouver dans votre proposition de valeur, eh bien, on peut parler des outils. Alors, on a des outils. L'outil principal, à mon sens, de la création de votre proposition de valeur, c'est finalement ce que je viens de vous dire. C'est à la fois votre créativité, vos convictions, que vous allez poser avec méthodologie sur le papier. C'est ensuite cette méthode d'interaction, de co-construction avec vos consommateurs cibles. Et puis, vous avez des outils finalement académiques au départ et d'autres outils plus récents qui ont été créés. En tout cas, moi, j'ai tendance à utiliser un mix de tous ceux que je vais vous citer. Alors, le premier, c'est la stratégie Océan Bleu, Océan Rouge. Elle avait été créée, cette stratégie, au début des années 2000 par Kim et Mauborgne, qui étaient 2 professeurs de l'INSEAD, qui ont ensuite décliné, expliqué au travers de différents bouquins. Elle fait l'objet parfois de controverses d'ailleurs. Tous les auteurs, tous les théoriciens ne sont pas forcément d'accord avec ce point de vue. Pour ma part, elle a en tout cas le mérite de mettre en lumière le fait qu'on a un océan rouge, finalement, où 80% des offres et propositions de valeur se trouvent. Et puis, tout l'exercice, tout l'art étant de travailler sur l'émergence d'une différenciation et arriver à se situer dans cet océan bleu. Les autres outils que vous pouvez utiliser sont les théories de Michael Porter qui datent des années 80 et que très certainement vous avez étudié dans le cadre de vos cursus avec notamment les stratégies génériques. Et au travers des stratégies génériques, vous avez 2 thèmes, la domination par le coût et la différenciation. On retrouve finalement déjà dans les années 80 cette notion et cette nécessité pour un certain nombre d'acteurs de se différencier. Et puis, moi j'aime beaucoup les vidéos, les TED qu'on a pu entendre de Simon Sinek, américain,
qui nous a parlé du why, du pourquoi, quelle est notre raison d'être, du how, du comment, et là vous êtes dans votre proposition de valeur, et de votre what. Et alors lui, effectivement, il insiste beaucoup sur le why, la raison d'être, mais en tout cas, il nous explique également que la proposition de valeur et le comment nous allons y arriver est éminemment importante. Et puis, une fois que vous avez finalement confronté tous ces outils, vous allez pouvoir aussi travailler un peu plus en avant et établir votre business model. Et là, je ne peux résister, même si je suis un petit peu hors sujet, à vous parler du business model Canvas qui a été créé finalement par des voisins, hein, puisque ce sont des Suisses avec Alex Oswalder et Yves Pigneur qui ont créé ce business model Canvas qui, bien évidemment, a pour objet de travailler sur votre modèle économique, mais on retrouve en son centre votre proposition de valeur. Donc, il aura fallu travailler en amont. Voilà, pour moi, ce sont des outils. On a pléthore d'outils aujourd'hui et puis on a des personnes, des professionnels qui sont là pour accompagner évidemment la construction de cette proposition de valeur parce que très certainement qu'un des axes les plus complexes, ce n'est pas une complexité de savoir, c'est plutôt émotionnel à mon sens. C'est cette idée qu'il faut être en capacité de prendre du recul pour entendre les signaux forts et les signaux faibles qu'on nous envoie et savoir adapter sa proposition de valeur pour lui donner toutes les chances de réussite. Alors ensuite, une fois qu'on l'a créé avec méthodologie, eh bien, il faut s'entraîner à pitcher, il faut s'entraîner à communiquer sa proposition de valeur pour voir si elle est audible, lisible, extrêmement claire et facilement établie, pardon. Donc là, on est plus dans le domaine de la communication. Il faudra donc vous entraîner. Et si je devais donner quelques bullet points de ce qu'il faudrait mettre dans ces quelques lignes de proposition de valeur, c'est évidemment un titre. Le titre de votre proposition de valeur, c'est finalement le bénéfice ultime de votre offre. Quelques mots d'explication qui vont nous permettre de comprendre l'utilité de ce que vous vendez, de ce que vous offrez et à qui, quelques bénéfices. Et puis, si vous pouvez finalement mettre ça dans un package avec un petit visuel, eh bien, ce sera parfait et ça finira de compléter la lecture. Vous avez des marques éminemment connues en matière de proposition de valeur. Je pense à Google. Google, avec son moteur de recherche, il nous a offert finalement quelque chose d'unique. On aime ou on n'aime pas. On est probablement 80% d'utilisateurs dans le monde. Et donc, Google a su créer une véritable proposition de valeur. Apple, avec toute son offre, notamment de téléphonie, c'est iPhone, iPod. Casper, peut-être une marque un peu moins connue à laquelle je pense, qui est une licorne aujourd'hui, qui est un vendeur de matelas en ligne. Et je m'attarde un petit peu sur cet exemple-là. Ce concept, ce projet est né d'une aspérité, d'un frottement de consommateurs. Vous aviez un homme qui a acheté un matelas, qui s'est fait livrer et le matelas n'a pas pu être amené parce qu'un matelas c'est grand, c'est gros, c'est lourd et le faire passer par une fenêtre selon le lieu où vous habitez, c'est pas toujours aisé. Et ce consommateur lambda, qui était entrepreneur dans l'âme, s'est dit il manque quelque chose. Il a fait une étude de marché assez complexe pendant 8 mois et il s'est rendu compte que sur le marché américain et puis mondial, finalement, peu de gens résolvaient le problème du matelas lourd, encombrant, difficile à livrer. Donc, ils ont créé une société qui s'appelle Casper et qui finalement permet d'obtenir la proposition de valeur, c'est de pouvoir commander en ligne un matelas de qualité à mémoire de forme et qui vous sera livré dans un carton. Donc, le matelas s'enroule, il est flexible et il permet d'être acheminé dans quasiment 100%, enfin je crois 100% des habitations
Donc, il a créé une proposition de valeur unique et différenciante. Et donc, c'est aujourd'hui une licorne. En France, il y a de multiples exemples, mais j'ai envie de citer une entreprise qui me plaît beaucoup, qui est la Camif. C'est une entreprise française qui vend du meuble, qui s'est totalement transformée en 2009 et qui a édicté comme proposition de valeur de promouvoir du meuble de qualité, made in France, issu du développement durable. Et c'est un formidable succès de ces 10 dernières années. Voilà, alors qu'est-ce que je voudrais dire pour conclure sur ces quelques mots? C'est finalement qu'une proposition de valeur, elle n'est pas statique. Au même titre que votre entreprise ne sera jamais statique et qu'elle n'aura l'obligation d'évoluer, d'innover, de toujours écouter le terrain. Eh bien, votre proposition de valeur, elle va suivre le mouvement et elle devra évoluer au gré de l'évolution de votre entreprise, de sa raison d'être, de sa mission et au gré de l'évolution de vos offres. Parce que tant vous émettrez une proposition de valeur pour votre entreprise, autant vous émettrez des propositions de valeur pour chaque offre, produit ou service que vous pourrez proposer. Voilà ce que je voulais vous partager. Très bien, très bien. Merci beaucoup, Nelly, pour cette présentation et notamment toute la richesse que j'ai trouvé ce message que l'on doit donner, que l'on doit formuler, mais ces messages, pour arriver à les formuler, ce n'est pas simplement un simple message, hein. Il y a de bénéfices pour lesquels notamment les clients ils doivent trouver, qu'est-ce que vous apportez de plus, etc. Et je pense aussi que c'était assez intéressant de montrer plusieurs types d'outils et les exemples que vous avez donnés tantôt. Hein, moi, je trouve aussi cet exemple de comment on trouve des difficultés à transporter les matelas et que finalement, voilà, il y a une entreprise qui arrive à trouver un moyen de résoudre ces problèmes. Alors, ce que je vais demander notamment aux participants, prière de soulever la main si vous voulez poser votre question. Donc, vous allez simplement lever la main et moi, je peux voir qui demande la parole. Et finalement, je vais vous accorder la parole. Alors, ici, si je reviens un peu sur cette idée de vouloir pitcher sa proposition de valeur, ma question c'est, je ne sais pas, quelle est votre expérience quand vous accompagnez les entreprises notamment à vouloir mettre en place une proposition de valeur, qu'est-ce que vous avez remarqué comme, est-ce que c'est beaucoup plus facile, c'est difficile? Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous là-dessus? Alors, le pitch de sa proposition de valeur, alors j'ai l'occasion de le tester dans 3 configurations différentes, à la fois avec des étudiants dans un module d'entrepreneuriat, création d'une entreprise fictive. Le deuxième exemple, je le fais avec des créateurs d'entreprises, en tout cas des porteurs de projets, à la fois de manière bénévole dans un réseau d'accompagnement de créateurs d'entreprises, et puis à la fois des demandeurs d'emploi qui sont porteurs d'une idée et qui bénéficient d'une formation, et donc on les aide à structurer leur projet. Donc c'est toujours difficile parce que quand on a une idée en tête, on pense que simplement édicter notre projet se suffit à lui-même. Et parfois, le premier écueil que l'on rencontre, c'est d'avoir été assez vite, voire d'avoir fait l'impasse de l'étude de marché. Parce qu'il nous faut vérifier qu'il y a un marché avant d'avoir une idée. Et puis, derrière, il faut être certain que ce qu'on a envie de vendre ou de proposer comme service, marchand ou non marchand d'ailleurs, hein, mais ça peut être aussi au travers d'une association. Il faut être certain qu'il y ait une demande.
La proposition de valeur, elle doit avoir fait l'objet d'un échange préalable avec des consommateurs potentiels, que ce soit du B2B ou du B2C, parce qu'en plus, on ne va pas s'adresser de la même façon et utiliser le même langage dans notre pitch. Très bien, très bien. Oui, voilà, donc j'attends encore des questions. Toujours difficile de lancer des questions. Oui. Et autre élément, j'ai vu aussi que, par exemple, là, il y a cette vidéo de la question Why de Oui. Simon Sedek, Oui. qui est aussi quelque chose de très intéressant, quoi. Tout Est-ce à que vous fait. savez nous en dire encore un peu plus? Alors, je pense que, en tout cas pour vos étudiants, en tout cas moi, j'invite beaucoup les étudiants à étudier, à écouter les TEDx de Simon Sinek, parce que tant sur le fond que sur la forme, à la fois parce que c'est quelqu'un qui a une puissance et une rapidité de pensée, un débit de parole, donc c'est un exercice en soi, et ça nécessite parfois de réécouter plusieurs fois pour bien comprendre. Et derrière, ben, ça bouscule, ça nous fait sortir de notre zone de confort pour se dire, bah oui, c'est vrai que je reste très opérationnel, je reste à un descriptif finalement un peu technique, euh, fonctionnel de ce que je vends, mais derrière, il y a quoi? Il y a quoi véritablement? Et puis, ça permet de prendre conscience de si on est finalement, si on offre quelque chose de tout à fait commun, et qu'est-ce qu'on pourrait apporter de nouveau, de différent. Finalement, la proposition de valeur, c'est pas forcément un investissement long en coût, en technologie. Vous pouvez, je sais pas, vous pouvez avoir un commerce de proximité et dans votre ville, une dizaine de personnes qui finalement le font de manière traditionnelle. Vous poussez la porte du magasin et puis le 11e qui s'installe dira, bah, c'est vrai que moi j'ai des clients qui sont des urbains, qui travaillent, qui sont actifs, qui ont des horaires contraignants. Parfois, moi, je suis fermée lorsqu'ils veulent venir chez moi. Peut-être que je peux mettre un service de click and collect et ils commandent en ligne à 23 heures le soir s'ils le souhaitent, et puis ils viendront chercher dans mon commerce, où je leur mets à disposition sur une plateforme un lieu de rendez-vous où je peux faire du service à domicile. Et donc, on va aller chercher un petit peu plus loin ce qu'on aurait fait peut-être communément. Ok, très bien, très bien. Je vois, il y a malheureusement, la personne n'a pas mis son nom. Ici, je vois simplement c'est mis TechnoSmart et je ne sais pas exactement TechnoSpark. Euh, S'il vous plaît, vous avez levé la main, vous pouvez prendre la parole. Votre micro reste toujours fermé. Est-ce que vous avez la parole? Voilà, Alors, je disais que je peux parler oui, maintenant. allez-y. Oui, je suis Georges Beko, étudiant à l'Université protestante au Congo en deuxième licence management. Ma question est la suivante. Madame Nelly nous a parlé de la stratégie de l'Océan Bleu et aussi de stratégie de Michael Porter. Alors, j'étais en train de me demander, est-ce qu'une entreprise peut appliquer en même temps la stratégie de l'Océan Bleu et aussi appliquer la stratégie de Michael Porter? Parce que lorsqu'on étudie ces deux stratégies, de fois, on a comme l'impression que ce sont des stratégies opposées. Parce que Michael Porter me demande d'étudier l'environnement de notre entreprise, l'environnement externe et interne de notre entreprise, et puis d'essayer de mettre en adéquation nos forces et nos faiblesses avec les opportunités et les menaces. Alors que dans la stratégie de l'Océan Bleu, on ignore presque l'environnement, mais on cherche à créer de nouveaux marchés. Est-ce que ce n'est pas contradictoire si une entreprise essaie d'appliquer en même temps une stratégie de l'Océan Bleu et en même temps essayer d'appliquer la stratégie de Michael Porter? Ou carrément, on doit choisir une de ces stratégies? Ben, merci pour votre question très précise et puis votre maîtrise parfaite
de ces deux concepts. Non, alors évidemment, je les ai cités pour qu'elles soient source d'inspiration, mais évidemment, libre à vous d'aller sur l'une d'entre elles, parce que vous ne pourrez pas, tout n'est pas compatible. Donc, il y a une histoire de préférence. Il y a des modèles qui nous plaisent mieux que d'autres. Et puis, il y a des situations, lorsque vous avez une activité et vous voulez faire émerger de nouveaux marchés, eh bien, naturellement, vous irez plus sur les stratégies océan bleu euh, et sur des modèles plus traditionnels, vous pouvez vous appuyer sur porteur, je pense. Merci. Alors, je vois Félix a aussi posé la question. Oui, merci Patrick pour la parole. Ma question est celle de savoir si, au regard du nombre sans cesse croissant d'entreprises qui existent dans le monde et pratiquement des entreprises qui sont dans le même secteur d'activité et qui vendent pratiquement le même service, je voudrais savoir, est-ce que une proposition de valeur va absolument dans le sens d'une pensée unique à une entreprise X, ou c'est peut-être plutôt une manière unique d'exprimer une pensée déjà existante? Parce que c'est vrai, par moment on dit on réinvente pas la roue. Ce que l'on fait, on n'a pas forcément la certitude qu'on est le seul à proposer cette différenciation. C'est juste qu'on n'a peut-être pas l'information que de l'autre bout de la ville, il y a exactement le même type de service qui offre les mêmes types de différenciation. Mais lorsqu'on la prend pour proposition de valeur comme étant cette proposition unique que l'on offre, à quelle étendue est-ce que ce mot unique a-t-il un sens? Parce que je sais que le même service, les mêmes avantages existent certainement quelque part. C'est comme ça que je voudrais savoir si c'est juste une manière différente d'exprimer peut-être la même chose qui est déjà exprimée par quelqu'un d'autre, mais on exprime la terminologie avec une émotion particulière selon sa propre passion. C'est en fait ça ma préoccupation. Alors, merci pour votre question extrêmement pertinente et intéressante. Pertinente tout à fait parce que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, globalisé, on a une abondance d'offres. Donc, vous avez raison, on peut tellement trouver ce que l'on veut en multiples déclinaisons qu'on a de quoi faire. Alors après, il y a un exercice de fond et puis un exercice des fois qui peut être plus marketing, et j'emploie pas le terme sur un plan péjoratif, bien entendu, hein, marketing et com. Tout dépend à quel marché vous vous adressez, quels sont vos enjeux, quel est votre terrain de jeu finalement de déploiement à mon sens. Je pense que si on parle d'un petit marché au niveau département, régional, etc., vous aurez, dans votre projet de création d'entreprise, fait une étude de marché. Et donc, vous aurez identifié vos concurrents directs et vos concurrents indirects. Et c'est à partir de cette base-là que vous allez chercher à trouver votre proposition de valeur. Votre proposition de valeur, on va dire, schématiquement, elle va être à partir de 3 à 5 concurrents directs et puis peut-être autant de concurrents indirects. Et c'est sur cette base-là, vous allez dire, moi, qu'est-ce que je fais de différent? Et là, votre différence, elle est de plusieurs niveaux. Elle peut être une différence au niveau de votre raison d'être d'entreprise, le sens, les valeurs que vous portez, la manière d'être. Aujourd'hui, on a une émergence de l'éco-responsabilité, de l'éthique, du développement durable. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui se créent sur cette raison d'être-là, à côté d'acteurs existants qui ont des manières d'être plus traditionnelles, plus consommation de masse. Donc, il y aura un marché, une sensibilité peut-être de vos consommateurs qui sera différente.
Après, il y a une autre notion, et puis je m'arrêterai là parce que je vais perdre le fil. Donc, évidemment, il y a des marques très très fortes, des marques mondiales ou des marques en Afrique qui sont incontournables et qui, elles, peuvent finalement faire varier juste un petit quelque chose, mais c'est peut-être pas de la proposition de valeur en tant que telle, ça va être plus en termes de communication qu'elles vont colorer et apporter cette différence parce que de par leur marque, elles sont elles-mêmes différentes, elles entraînent avec elles tout un tas de consommateurs qui sont déjà affinitaires. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Je sais que notre talk de cet après-midi, il est un peu plus court que d'habitude. C'est vrai que d'habitude, on peut prendre 1 heure, etc. Mais ici, on a voulu juste favoriser ces dialogues, et notamment à partir de la présentation de Nelly. Juste une dernière personne, je sais que nous sommes déjà en dehors du temps, il est déjà presque temps, mais juste alors, quelqu'un qui voulait juste poser une question, donc il sera aussi les bienvenus à ces niveaux. Alors moi, ce que je voulais peut-être dire en attendant que je voie quelqu'un qui pose une question, c'est, je sais qu'on a passé de temps malheureusement, ce que je voulais simplement dire, c'est que est-ce que vous avez un conseil que vous pouvez donner notamment sur quelqu'un qui aimerait construire une proposition de valeur? C'est-à-dire, bon voilà, j'ai une idée, je veux vendre cette idée à travers un projet entrepreneurial. Maintenant, comment est-ce que je dois présenter l'idée? D'après vous, quelles sont les choses que la personne ne doit pas faire ou quelles sont les choses que la personne doit faire pour finalement que l'idée que la personne a de l'entreprise qu'elle veut mettre en place, cette idée puisse passer, et notamment auprès de clients potentiels qui puissent dire ça vaut la peine d'acheter ou le produit qu'ils proposent. Quels sont, d'après vous, ce qu'il faut faire ou ne pas faire quand on construit sa proposition de valeur? Alors, je vais me positionner dans l'idée que la personne est seule, elle est autodidacte, elle est seule et elle essaye d'être autonome dans sa démarche, hein, si on est sur cet aspect-là. Je pense qu'il faut faire effectivement une petite étude de marché pour identifier qui propose quelque chose de similaire à ce que je propose, bien identifier sa concurrence potentielle. Je pense ensuite qu'il faut tester son idée. Alors, il faut la tester avec cette idée de prise de recul personnel parce qu'on est émotionnellement toujours très attaché à ses idées et il faut arriver à prendre ce recul. Alors, on teste auprès de sa famille, ses amis. Ensuite, on essaye d'aller tester auprès des acteurs économiques. Si vous avez la chance d'avoir des structures d'accompagnement à la création d'entreprises, eh bien, c'est le moment. Et puis, il faut établir le portrait type de son client idéal. Dès lors qu'on a établi ce portrait type, eh bien, on prend son téléphone et puis on peut leur proposer d'aller les rencontrer, de leur demander de nous accorder quelques minutes et puis vont réagir face à votre proposition. Oh, très bien, très bien. J'ai aimé notamment cette idée de dire qu'émotionnellement, on reste attaché à nos idées. Hein, et je pense que des fois, il faut prendre cette, j'allais dire, distanciation qui n'est pas sociale, hein, mais une distanciation émotionnelle par rapport à ses propres idées avant de les tester. Sinon, on risque de penser que parce que je pense à l'idée, l'idée elle est bonne et tout le monde va l'accepter. Et peut-être à la fin, on risque de se retrouver, voilà, tout le monde, certaines idées ne passent pas et ne sont pas notamment acceptées. Voilà, je sais que je ne veux pas en abuser. On a dit que notre talk de ce matin, de cet après-midi, il est dans un format très, très court. Et je sais que, bon, voilà, là, on vient de finir notamment
le timing qu'on s'était fixé. Oui. Donc, il me reste à vous remercier encore une fois de plus, Nelly Gillet, pour cette opportunité. Et je pense que l'objectif que nous voulons, notamment ici à l'université, et notamment avec tous les participants, c'est de dire l'université ne doit pas rester enfermée et l'université doit s'ouvrir. Et une des manières pour s'ouvrir, c'est aussi d'avoir plusieurs personnalités qui viennent et qui partagent leurs idées. Et donc voilà, je vous remercie encore une fois de plus pour cette opportunité. Merci aussi. J'espère qu'elle n'est pas la seule et que nous allons y revenir encore. J'espère également. Merci beaucoup à vous et vous avez entièrement raison, effectivement, sur l'ouverture et le partage des différentes expériences. C'est sûrement la clé pour beaucoup de choses. Très bien. Allez, à bientôt, ciao, ciao bonne et au revoir à tous. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.